alcoolisé. Monsieur Ange Naoumé, qui est chargé de musée. On a choisi ce lieu pour que vous ayez en même temps toutes les informations sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Au lieu de passer de village en village, voilà, vous aurez toutes les informations ici. Donc il va s'occuper de vous. Moi, je vais ici. On sort d'un conseil municipal. Je vais juste à la maison me changer et puis je reviens. Vous aurez fini de visiter le musée, d'accord. Donc, Ange, Majesté, le roi des Cameroun. Je t'avais déjà informé. Je le cède pour que tu puisses bien le guider. Merci beaucoup. On ne va pas maintenir le roi au soleil. On va aller faire les formalités. Il a été construit à 123 ans et il a été la résidence officielle du premier gouverneur français de Grand Bassam. Dans passant, Grand Bassam était la première capitale de la Côte d'Ivoire, donc le premier gouverneur a séjourné ici. Et un grand homme de lettres de Côte d'Ivoire, Bernard Dadier, qui a été le tout premier ministre de la culture en Côte d'Ivoire, a décidé que ce lieu-là était un endroit de mémoire. Donc il fallait mettre à l'intérieur un musée du costume. Je suis vraiment heureux parce que vous représentez un peu l'identité africaine. Bernard Dadier a dit que l'Africain n'ouvre pas sa bouche, mais son costume parle pour lui. Voilà. Donc à travers le costume, on peut rentrer dans l'intimité d'un peuple. Et c'est ce privilège, je dirais, parce que quelqu'un qui est déjà imprégné des valeurs coutumières, c'est vraiment un privilège pour moi de le faire pénétrer dans l'intimité du peuple de Côte d'Ivoire. Donc vous avez bien reçu. On va commencer. Donc les significations, quand il pleut trop, quand il fait trop chaud, c'est lui de dire au roi c'est naturel ou c'est pas naturel, ou voilà ce qu'il faut faire pour remédier. Tout ça pour le bonheur du peuple. Et ce que vous voyez là, en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés qui sont organisées autour des générations. Et les générations, on jauge la capacité d'une génération à assumer le pouvoir à une période donnée de l'année. Donc quand une génération sort, il y a des pièges, on sait que le pouvoir il est physique, mais il est métaphysique et spirituel. Donc on essaie de voir est-ce que cette génération, quand elle va monter au pouvoir, est-ce qu'elle pourra avoir la force spirituelle pour pouvoir prémunir la communauté de danger. C'est comme ça que le chef de guerre, qu'on appelle le safran, conduit. Si on était dans une nouvelle génération, on est tous là, mais la marche est conduite par le chef de guerre. Et de façon convenue, on lui lance des pièges mystiques, quitte à lui de les déjouer. Mais s'il est athée, ça veut dire que sa génération n'est pas encore prête à assumer le pouvoir, donc elle va aller prendre la pacification. Donc c'est pourquoi les amis, les deux ont un peu ce rôle de protection et surtout de pérennisation de la communauté. Chez nous encore en Afrique, il y a en Côte d'Ivoire en particulier, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire, il y a les sociétés de masques. Le masque est donc ceux-là même qui sont les gardiens de la stabilité de la communauté, mais qui sont les intermédiaires indispensables entre les hommes et les divinités. Et ce masque que vous voyez là, on l'appelle le glais. On le retrouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en pays ouest et en pays bété au centre-ouest. Et ce masque, il sort pour pacifier les grandes rencontres. Vous savez que quand il y a des grandes rencontres, c'est pas tout le monde qui vient avec de bonnes intentions. Il y a des gens qui viennent faire du mal à la communauté, donc ces gens-là doivent être démasqués
Parce qu'en Afrique, les rencontres sont des moments de convivialité et non de mort. Donc lui, il vient pour essayer de contrecarrer tout ça. Et c'est lui que vous avez en photo. Ce masque-là, il a été surnommé à Daloa vraiment par un blanc. Parce que quand il dansait tellement bien que le seul mot qui venait à la bouche du pauvre blanc, c'était vraiment. Donc, on a donné le vraiment pour vraiment exalter sa force et vraiment sa dextérité au niveau de la danse. C'est une jupe qui est confectionnée par le porteur du masque lui-même, dans le secret le plus total. Et on prend les jeunes pousses de raffia pour le faire, et la jupe est gardée d'un endroit que lui seul connaît. Et c'est lui seul aussi qui porte cette jupe-là. C'est-à-dire que même si l'accompagnateur peut partir de son cercle, ne savent même pas où cette jupe se trouve. Parce que c'est à l'intérieur de cette jupe-là que se trouve le véritable pouvoir du danseur de masque. Donc on dit que quand tu as ton pouvoir, quelle que soit la personne qui est à côté de toi, tu dois garder ce pouvoir-là. Et tu ne dois pas partager le pouvoir parce que c'est en même temps ta force, mais ça peut être aussi ta faiblesse. C'est pourquoi il se garde de la dire aux autres. Et en pays, l'accompagnateur du masque doit être plus fort que le masque lui-même. Parce que lui, il est un peu comme l'éclaireur. C'est lui qui voit les choses avant que le masque ne les voie. Donc c'est lui qui doit mener la bataille. Et comme lui, tout le monde le connaît, il peut mener de façon frontale. Or, le masque, il est cajoulé. On n'a pas le droit de le voir dans le village. Donc, il va essayer de masquer un peu. Mais lui va au front. C'est-à-dire, si vous sortez, si le masque sort que cette personne veut l'attaquer, vous allez le voir aller directement, physiquement parfois, attaquer l'individu qui veut profiter de la sortie du masque pour lui nuire. Toujours, on remonte au nord de la Côte d'Ivoire et à l'est. Au nord de la Côte d'Ivoire, ils sont célèbres parce que pendant les crises que la Côte d'Ivoire a connues, ils ont eu à jouer un rôle. C'est les 7 ans. Mais cette initiation-là, elle vient après l'initiation primaire dans le poro pour les Sénoufos. Et le poro dure 21 ans. Il a 3 cycles. Et chaque cycle est spécialisé. Le premier cycle, on apprend le savoir-faire et le savoir-vivre. On dit qu'un homme doit avoir un savoir-faire. Quel qu'il soit, il doit avoir un savoir-faire. Mais un homme doit aussi connaître le savoir-vivre, qui sont la connaissance des règles qui gouvernent la communauté dans laquelle il appartient. Donc pendant 7 ans, on t'apprend ça. Et les 7 années qui suivent, on va apprendre à l'individu tout ce qui est gestion, création. Comment faire fructifier les champs, comment fonder un foyer, comment régler les conflits. Et ça dure pendant 7 ans. Et le cycle le plus important, c'est le dernier. Le dernier où on apprend la communication entre les hommes et les entités qu'on ne voit pas. Parce qu'on dit que 90% de ce qui nous arrive n'est pas de notre fait, mais du fait de l'influence des entités qui sont autour de nous et que le regard des profanes ne voit pas. Donc pendant les 7 ans, on apprend ça. Et c'est après 21 ans que tu fais encore 7 ans de formation au moins pour devenir chasseur d'oiseaux. Parce que le chasseur d'oiseaux a 2 rôles. Il y a le rôle que tout le monde connaît, c'est de ramener le gibier au village. Mais le rôle fondamental, c'est l'ambassadeur du village auprès de la brousse. C'est lui qui va partir détecter les étangs, les arbres, qui sont les habitats des génies protecteurs. Et il va nouer des partenariats qui vont profiter au village pour sa stabilité. Et la première, aujourd'hui on a des médecins, mais en Afrique, la médecine était à 2 volets. Il y a la médecine physique et il y a la médecine spirituelle. La première, quand quelqu'un est malade, on va voir la première, elle fait d'abord la divination pour savoir si son mal est physique. S'il est physique, avec le canari qui est là, elle applique un remède physique. Mais dans le cas contraire, s'il est mystique, il y a un canari qui est là, où il y a le kaolin, elle va maintenant rentrer en concertation avec les ancêtres pour demander l'appui des ancêtres pour pouvoir délivrer la personne du sort qui lui aurait été lancé. Et la première, elle est chargée de protéger le roi, mais la communauté. Donc par exemple, les rois du passé que vous allez aller voir, chaque fois qu'ils doivent sortir en cérémonie officielle, là, vous allez voir les premiers qui badigeonnent le kaolin partout. En fait, c'est pour éloigner les mauvais esprits parce que je ne vous apprends rien. Quand le roi a tête, c'est la communauté qui a tête. Donc il faut éviter que le roi ne soit tête. Je vous présente un de vos homologues que vous n'allez pas visiter. C'est Gragoroni II, roi de Bouna. Donc Bouna, c'est à l'extrême nord, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et voilà sa tenue. Parce que chaque région, comme je vous l'ai dit, a une tenue. Donc voilà sa tenue. Et généralement, le petit pan blanc qui est là. Généralement, on dit que quand le roi veut parler, il cache sa bouche. Parce qu'il parle le porte-parole, mais à travers le mouvement de ses lèvres, on peut savoir ce que le roi veut dire. C'est la zone de l'ouest et du centre-ouest. Et au sud, il n'y a pas de roi. Ça, c'est une zone du centre-ouest. Les BT,
les Bété et les Dida. Les Bété qu'on trouve à Gagnoua et les Dida qu'on trouve dans la région de Divo. Et la particularité de ces deux peuples-là, c'est que leurs tenues sont en fil végétal uniquement. Ce n'est pas le coton tissé, mais c'est les fils végétales. Ici, cette tenue-là, on l'appelle gloco. C'est une écorce d'arbre battu. La sagesse africaine dit que si tu veux être protégé, il faut t'amuser avec l'arbre. Parce que l'arbre voit tout, l'arbre sait tout. Les racines voient nos parents, nos ancêtres. Le tronc nous voit, mais les feuilles voient les dieux. Donc les trois dimensions de la vie sont campées par l'arbre. Donc c'est pourquoi les chefs Bété choisissaient l'arbre, parce qu'ils disaient respecter la nature, c'est se protéger contre l'effet même de cette nature. Les chefs Dida aussi, il en faisait de même avec le raffia. On portait 100 bijoux en or, parce que c'était une société où il n'y avait pas de l'or, on dit que le métal salit l'homme. Donc tout ce qu'on doit porter devait être totalement bio, naturel, parce qu'il permettait d'attirer les faveurs de la communauté. Et ici on rentre dans l'espace royal. Dans l'espace royal, pour les femmes, en Afrique, on dit que la femme, une femme qui a 7 enfants, elle a lutté 7 fois contre la mort. Parce que chaque fois qu'une femme elle tombe enceinte, il y a une bataille mystique qui s'engage dans le cosmos. Les mauvais esprits ne veulent pas que la femme fasse l'enfant pour que l'humanité continue. Les bons esprits veulent que l'enfant naisse pour que l'humanité continue. Donc il y a une bataille qui va au-delà de la femme elle-même. Donc quand elle réussit malgré tout à donner vie, en Afrique et en Côte d'Ivoire, au sud, on lui donne un repos de 3 mois. Donc dès qu'elle accouche, elle est dans la maison pendant 3 mois, elle ne fait absolument rien. Tout le travail qu'elle a fait, c'est de manger la nourriture que tout le village lui envoie. On lui permet de se reposer, de reprendre. Et après 3 mois, elle effectue sa sortie officielle. Et elle est parée comme une princesse. Elle est célébrée, non pas par la famille uniquement, mais par tout le village. Et c'est comme ça qu'elle est habillée. Et pour ne pas qu'elle soit fatiguée, son enfant est porté par une fille qui peut être sa soeur, aux temps anciens, qui était sa servante et qui devenait, on lui donnait, quand elle a besoin de donner une fille, qui devait la servir à vie. Et donc c'est comme ça qu'elle s'habille pour sortir. Là, dans l'espace royal, le chasse-mouche qui permet au roi de recevoir et de donner des bénédictions. Donc, on dit que les mouches, qui sont les ambassadeurs du monde des hommes, du monde du mal, ne doivent pas se poser sur le roi. Cet acte-là souille le roi, mais souille toute la communauté. Donc, en cérémonie officielle, le chasse-mouche est utilisé pour chasser tout ça. Et là, vous avez le sable. Et en Côte d'Ivoire, le roi des Zima, quand il veut prêter serment, il prête avec le sable. Il déchire sous forme de croix pour dire que si je faillis à mon serment de protéger la communauté, il faut que je sois déchiré au même titre que j'ai déchiré le sol. Donc, et aussi, c'est la garantie qu'il va protéger contre sa vie toute sa communauté. Ce tambour qui est là, c'est le moyen de communication. C'est le Kimembli, et ce tambour-là n'est joué qu'à des occasions exceptionnelles. Quand il est joué, le village tremble. Parce que seule une poignée de personnes connaissent la signification des sons qui sortent. Donc il annonce soit une mauvaise nouvelle, soit une très bonne nouvelle. Et lui, c'est le hamac royal. Le roi est porté, mais si vous remarquez bien, le hamac ressemble à un cercueil. Et le pagne même qu'on met sur le hamac, c'est un linceul. C'est un pagne qu'on prend pour recouvrir les morts. Mais pourquoi utiliser quelque chose qui ressemble à un cercueil et un pagne de mort pour y mettre le roi? C'est pour dire, le peuple lance un message au roi. Pour dire, on te porte, tu es en haut, tu es le plus grand. Mais n'oublie jamais, tu es mortel. Tu vas mourir un jour. Donc c'est pour dire au roi de ne pas se laisser griser par sa charge, mais de rester humble. Parce que c'est l'humilité qui va lui permettre de conduire le peuple avec beaucoup de sagesse. Donc voilà le roi d'Ezima Kotoko. Et sa reine-mère, ce n'est pas sa femme, c'est sa soeur. Lui, il a choisi sa soeur, mais il aurait pu choisir sa tante, il aurait pu choisir sa mère, mais il faut forcément que cette dame-là soit une femme de la famille royale. On va aller au dehors pour continuer avec les photos. Ils veulent faire un enfant aujourd'hui, ils peuvent toucher. Les hommes aussi, hein. Voilà. Ça, on appelle ça Motabla. Cette statue que vous voyez là, elle représente la déesse de la maternité et de la fécondité chez les Baoulés au centre de la Côte d'Ivoire. Et cette statue elle fait des miracles. Il y a une émission qui est passée sur TF1. Un Américain est venu ici, il a acheté 2 statues, ils sont toujours en couple. Il a acheté et il a mis son bureau, pour orner le bureau. Mais il s'est rendu compte que dans la communauté, toutes les femmes tombaient enceintes. Parce qu'en fait, c'est des statues qu'on ne peut pas désacraliser. Donc toujours leur puissance, parce que ce qu'elles font sont positives. Mais en réalité, cette statue-là, elle n'est pas aussi grande.
elle est en miniature. Et la dame, les femmes doivent garder la statue sans que le mari ne soit au courant. Donc c'est vraiment secret et elle adore, elle pleure, elle se confie à la statue pour faire un enfant. Voilà. Les Baoulés viennent de l'Égypte. Parce que quand les Baoulés, quand on leur dit d'où ils viennent, les Akans de Côte d'Ivoire, ils disent on vient de Agnon Agnon. Agnon Agnon, ce qui signifie le sable à perte de vue. Or le sable à perte de vue, c'est dans les zones sahéliennes. Voilà. Vous n'aurez pas l'occasion de tourner dans toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas, on a venu là, on a essayé de tourner la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous allez aller en haut, on va voir les habitants. Au moins une dizaine d'habitants, ils vont aller. Vous faites une idée de ce que les villages font. Ici, voilà les tisserands. En Côte d'Ivoire, il y a 4 zones de tissage. Il y a le centre de la Côte d'Ivoire, il y a l'ouest, il y a le centre-ouest où il y a les choses, et puis il y a le nord. Et chaque région a une spécificité. Le produit qui sort est différent d'une région à une autre. Ce pain là qu'on appelle bien, c'est le pain typique des Baoulés. Quand vous partez dans la région de Gomis-Zambo, à côté de Yamsokro, les tisserands, vous faites ce pain là. Celui qui est en haut, vous allez un peu plus à l'est. Donc dans la région de la Bangourou, là à la frontière avec le Ghana, eux ils font ce qu'on appelle le Kente. Ils font le Kente. Mais dans cette zone, ça c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ces deux pains là sont une éthique qui est spécialisée dans des pains uniques. C'est les gros. Celui-là, on appelle le Nakamfianan, lui, on l'appelle le sangloin. Ces deux pailles ne sont jamais portées. Vous ne verrez jamais un gros en train de porter ces deux pailles. Mais on me dira, mais pourquoi faire des pailles et ne pas les porter? En fait, ces pailles-là régissent la vie sociale. Si quelqu'un a failli, si le roi veut lui donner une amende pour montrer la colère, par exemple, du roi, il va dire qu'il faut mettre un sangloin, 5 sangloins dedans. Et or, les gens qui ont l'expertise pour faire ce paille-là, il n'y en a plus beaucoup. Donc ça voudrait dire que vous allez parcourir une distance, vous allez faire des efforts, et pendant au moins 2 mois avant d'obtenir ce pain-là. Et quand vous donnez ce pain-là à celui à qui vous avez causé du tort, il est obligé d'accepter votre pardon. Ça, ce pain, on le met dans la dot, l'autre. On le met dans la dot, et on ne le met dans la dot que des femmes qui méritent honneur et gloire. Parce qu'en pays boulot, on ne dotait pas, à l'époque maintenant ça a changé, on ne dotait pas une femme le premier jour où on la marie. On la donne après 7 ans de mariage. Donc la consistance de la dot elle a une fonction de la considération que le mari lui accorde. Il est obligé de la doter. Mais c'est lui qui a le choix de ce qu'il va mettre dans la dot. Donc quand il met beaucoup de bonnes choses, il met ces pagnes-là, ça veut dire qu'il a vraiment, sa femme lui a donné entière satisfaction. Donc, et cette femme-là, généralement, elle est considérée comme parmi le cercle des sages, des femmes sages du village, et elle est célébrée aussi. En 1949, à Grand Bassam, il y a eu des leaders du PDC, LD à l'époque, qui était le plus grand parti à l'époque, et ce parti-là, les leaders ont organisé un meeting qui avait pour but de boycotter les produits français. Or, si ça arrivait, ça allait faire tache d'huile parce que toute l'Afrique de l'Ouest allait sur le mouvement ivoirien et l'activité économique des Blancs allait baisser. Donc, les Blancs ont empêché le meeting, ils ont arrêté les leaders et les 15 leaders étaient emprisonnés dans la prison civile de Grand Bassam qui a été construite en 1900. Et ces leaders-là ont fait des mois sans être jugés. Et donc, ils ont commencé à faire la grève de la faim pour obtenir leur jugement. Et c'était donc eux, comme Mathieu Ekara, qui était l'un des premiers compagnons du feu, a commencé à mourir. Et donc, quand sa femme a vu ça, elle a décidé de faire une pétition pour demander leur libération provisoire le temps qu'on les juge. Mais elles ont été empêchées de le faire et elles ont décidé, les femmes ont décidé d'envahir Grand Bassam à partir d'Abidjan. Donc 3000 femmes ont marché et elles sont arrivées à Grand Bassam. Malheureusement, à l'époque coloniale, de l'autre côté c'était le quartier des Noirs et ici c'était le quartier des Blancs. Donc ils ont bouclé leur quartier, ils ont fermé le pont avec plusieurs soldats. Les femmes ont été gazées, frappées et comme elles étaient déjà nues, elles ont gardé, elles ont couvert leur intimité avec le kaolin blanc. Et elles ont décidé de venir maudire les soldats. 90% des soldats qui étaient sur le pont étaient des tirailleurs sénégalais. Donc elles ont enlevé leur pojo, des caches et elles ont lancé au visage. Et cette action a fait que tous les Noirs ont fui, la parole des Blancs qui étaient là a été débordée et les femmes ont pu arriver au quartier où elles ont campé et les hommes ont été libérés définitivement, pas provisoirement, définitivement, une semaine après. Et c'est à partir de là que le gouverneur de l'époque, le gouverneur Péchou, a été démis de ses fonctions. Un autre gouverneur qui est venu, qui avait la force de frappe des Ivoiriens, a mis barre à terre et il a négocié au feu pendant 10 ans jusqu'à l'indépendance. Donc, cette coupure de journal que vous voyez là,
journal que vous voyez là, comme si vous étiez à cette date-là, Oui. le premier journal, voilà, le réveil, qui existe toujours maintenant qu'on appelle le nouveau réveil. On a fait un large écho, c'était vraiment l'actualité de cette époque-là. Donc on a pu retrouver cette type de journal. On a mis là chaque fois qu'on fait la visite pour se rappeler que si on est aussi libre, on le doit aux femmes comme toujours. Voilà. On va aller au second niveau. Vous allez voir l'une des particularités de cette maison. C'est une maison qui a été préfabriquée en France et qui est arrivée ici en pièces détachées. C'est une maison démontable à ossature métallique, un peu comme la tour Eiffel. Donc les Blancs, quand ils sont venus au début, ils ont voulu la construire et chaque fois qu'ils déplaçaient la capitale, ils pouvaient prendre leur maison. Et donc, en lieu de place des briques là, il y avait du bambou. Et le bambou a été mangé par les fermiers très rapidement, donc ils étaient obligés de construire en dur. Donc c'est à cause des termites qu'on a pu avoir cette maison là, sinon je dirais que la maison serait retournée à Paris. Voilà. Là, cette porte là, même si la petite terrasse privée du gouverneur. C'est là-bas que les soirs, le gouverneur s'asseyait. Et quand vous êtes là-bas, vous avez une vue panoramique du quartier. Et il y a beaucoup d'air. Donc chaque soir, comme il était adepte de la pipe, il voulait fumer sa pipe en paix sans être dirigé. Il montait là et il s'asseyait là-bas pour fumer sa pipe. Ce meuble que vous voyez là, c'est un meuble qui date de 1925. Il est arrivé de Bordeaux en 1925. Et c'est le dernier meuble, malheureusement, qui nous est resté dans le palais du gouverneur. Parce qu'après le gouverneur, ceux qui sont venus, chacun est parti avec un petit bien. Malheureusement, il est parti. 1925. 1925. Mais il n'a pas été fabriqué en 1925. Il est arrivé avant. Il est arrivé ici en 1925. Parce que les Français qui viennent ici disent que c'est le style des meubles de la Renaissance. Donc, il a commencé aux alentours de 1920, après la Première Guerre mondiale. On va voir la salle de bain du gouverneur. Les carreaux que vous voyez là, on les appelle les mosaïques Tobet. C'est les carreaux qui ont été ramenés ici en 1893. Et c'est les carreaux qu'on trouvait dans les plus grands châteaux en Europe. Ces mosaïques-là, c'était des signes ésotériques, des signes des loges mystiques européennes. Quand vous voyez, il y a une couronne, vous voyez ces losanges et autres, des figures géométriques qui permettaient, selon eux, d'attirer un magnétisme et d'attirer toujours la puissance et la force sur celui qui était propriétaire de ce lieu. Et cette partie-là, elle a été modifiée légèrement après la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'on a ajouté des bidets et un double lavabo. Parce que c'est après ça que le gouverneur, pour la première fois, les colons pouvaient vider les femmes. Sinon, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les colons n'avaient pas le droit de vider les femmes. On était considérés comme des barbares qui, à tout moment, pouvaient révéler leur barbarie. Donc les gens préféraient mettre les femmes en sécurité et puis ils venaient en mission seuls. Ceux qui ne sont pas du peu rentrer, nous on sort. Passez pour lancer le coup d'œil. Ça c'est après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est aux alentours de 1940, 47, 40. Diamant. Vous êtes dans le Et là, cette maison que vous voyez là, c'est une maison vraiment qui représente le patrimoine mobilier du nord de la Côte d'Ivoire. C'est une mosquée sahélienne qui a été construite à la fin du XVIIe siècle. Et cette mosquée-là a été détruite en 1797 par Samori Touré. Donc quand il faisait son exode, il est venu et il a trouvé que cette mosquée, au lieu d'être un lieu de prière, était un lieu d'idolâtrie. C'est dedans que les business se faisaient. Donc dans cette colère-là, il a détruit cette mosquée. Et quand il a détruit, au début de 1898, 7 imams architectes sont quittés à Guinée, au Mali. Et la légende raconte qu'ils ont reconstruit cette mosquée-là en 7 jours, 7 nuits, 7 minutes, 7 secondes. Voilà, ils l'ont reconstruit. Et cette mosquée, la particularité, c'est que dans cette zone-là, quand vous êtes au dehors, il peut faire 40 degrés. Mais quand tu es dans cette mosquée, la température ne monte jamais au-delà de 15 degrés. Cette maison aussi va intéresser Sa Majesté. C'est la maison des lobbies. Les lobbies, on les trouve au nord-est de la Côte d'Ivoire, à Bouna. Et la partie de cette maison-là, qu'on appelle la Soukala, elle n'a ni porte ni fenêtre. Vous me direz, mais comment on fait pour entrer dedans? On prend simplement une échelle
Et la maison est une grande forteresse, tout en terre. On monte pour sortir, on prend une échelle. Et en guise de fenêtre, on perce des trous dans les murs. Donc l'air peut circuler. Et cette maison a des souterrains. Donc quand le peuple lobby est attaqué, il casse la maison sur eux. Donc l'ennemi a pensé qu'ils sont suicidés. Mais ils sortent par les souterrains et les souterrains sortent à 501 km de la maison. Et puis ils s'échappent. Et ils reconstruisent la même maison de l'autre côté. Voilà. Et eux, ils ne reçoivent pas, généralement, ils ne reçoivent que des membres très proches de la famille à l'intérieur de la maison. Si tu viens, que tu n'es pas vraiment un ami, on te reçoit à l'extérieur. Là, on est au centre de la Côte d'Ivoire, en pays baoulé. Donc, et chez les baoulés, on dit la maison familiale est le lieu où on peut t'avoir facilement. C'est là que vous allez continuer à avoir derrière la bêtise. Et ça, les mamans vont bien se rappeler de ça. Ça, c'est une malle. Elle est très lourde. C'est une malle en bronze. Et cette malle-là, les mamans avaient l'obligation de garder leur pain précieux qu'elles ne portaient pas. Donc, chaque fois que sa fille devait se marier, dans cette malle-là qu'elle puisait son trousseau de mariage. Et quand la femme même, elle arrivait, elle mourait, cette malle-là, on exposait tout ce qu'elle avait et on partageait ça entre ses filles et ses filles. Et ça faisait, si ta malle était vide, à titre costume, on ne te ressentait pas. Mais quand on prend de ta malle, tu as ça au moins une dizaine, il faut bien sortir. Ton funérail est fait en fonction de ce que tu as. Ça veut dire que tu as bien vécu parce que généralement, ce que tu as dedans n'a pas été acheté. Souvent, c'est des dons, c'est parce que tu as été gentil, tu as fait de bons actes, et tu as reçu beaucoup de présents. Donc, c'est là qu'on te célèbre pour dire que vraiment, tu es une femme de valeur, qui vient de nous quitter. Et si Nana partait, je vous appelle Nana parce que chez nous, le roi on l'appelle Nana. Si vous partiez chez les Baoulés, vous allez voir qu'on va vous accueillir et le chef va dire à tous vos accompagnateurs de se retirer et il va vous recevoir bout d'eux dans un espace comme ça, qui est retiré, qui est en bas des arbres de sa cour et avec des bandits qui est au-dessus et c'est là que vous allez vous parler. Et dans cet espace-là, on ne reçoit pas deux personnes à la fois. On reçoit une personne et c'est là que beaucoup de secrets et beaucoup de pactes sont signés entre les chefs. Ok, ici, je vais me permettre de soumettre Sa Majesté à un jeu. On disait que la polygamie était l'apprentissage de la gestion des hommes. Parce que là, c'était en miniature une école de gestion des ressources humaines. Donc, le polygame était plus respecté parce qu'on disait qu'il souffrait, mais si malgré sa souffrance qu'il vivait au quotidien, il était heureux, ça veut dire qu'il pouvait souffrir pour le village, malgré le village, et être vraiment sous pression, mais pouvoir vivre heureux. Un monsieur qui a 3 femmes, il va me dire où se trouve la case de l'homme, sa première femme, deuxième femme, troisième femme. Il m'appelle l'aider. Donc, il va donner 2 indices. L'homme doit avoir une position qui sécurise sa famille. La première femme, elle est vieille, elle va plus au champ. Voilà. La troisième femme, elle est jeune, elle est venue pour rajeunir l'homme. Je me fais pour le roi. Il n'y a pas de problème. Au fond là-bas. Ok, pourquoi? Il y a 2 indices qui disent que c'est vrai ce que vous dites, mais il y a 2 indices sur la maison. C'est sous l'arbre. Oui, les jeunes veulent parler. Quoi? Devant. Voilà. En fait, ça c'est un petit préau. Si vous regardez bien en bas, vous allez voir qu'il y a une chaise. Le chef d'ordre, tu lui envoies une chaise sur laquelle il s'assoit pour surveiller tout. Et derrière, il y a un enclos qui sert de cour. En Afrique, on dit que le linge sale se lave en famille. Donc, il y a des problèmes. Au lieu de se mettre au milieu de la cour ici, on se met dans la cour là-bas, on peut se crier dessus, on peut faire palabre, mais quand on sort de là, tout le problème est réglé. Voilà, palabre est fini. Voilà. Voilà. Et la première femme? La première femme. La première femme. Elle va plus au champ. Elle doit voir le champ à côté. Apparemment, c'est lui que moi j'écoute. Donc, effectivement, la première femme est ici. Pourquoi? On peut dire pourquoi? Il y a le champ. Il y a déjà le champ.
En fait, la première femme, j'ai dit qu'elle est vieille. Oui. Mais toute sa vie, elle a travaillé au champ. Donc elle ne peut jamais cesser de travailler au champ. Mais elle fait un petit potager là. Comme elle reste avec les enfants, quand les enfants ont un petit creux, elle cueille des tomates, elle fait une petite soupe rapidement pour que les enfants mangent. La deuxième est à côté d'elle. La deuxième l'aide à élever les enfants. Et la troisième est à côté de l'homme. Vous voyez que la porte de la troisième et celle de l'homme communique. Elle n'a pas de besoin de visa pour aller chez l'homme. Quand l'homme a un petit bobo, elle va rapidement et le soigne. Hein? Non, il peut marier autant qu'il veut. Elle est venue rajeunir l'homme. Là, c'est les zones lagunaires. Les zones au sud. Donc si vous partez à Abidjan, une ville comme Grand Laou, même sur la route de Bassam, c'est rare que vous allez vous voir des maisons construites en dur. Parce que on est au bord de la mer et des fleuves, des lagunes. Il y a beaucoup de sable. Quand vous construisez une maison en dur, quand il pleut, la maison est fruitée par le bas. Et au bout de quelques années, vous allez voir que votre maison va s'affaisser. Donc eux construisent avec des bambous. Les bambous ont l'avantage de s'incruster et puis on peut les changer plus facilement au fil des saisons. Donc c'est quoi? Et puis c'est les maisons. Il fait au sud, il fait froid au dehors, il fait chaud à l'intérieur. Donc, si tu veux, si tu construis une maison en dur, la chaleur est dégagée à l'intérieur de la maison. Donc, en considérant comme ça, la température extérieure, tu peux en bénéficier à l'intérieur de la maison. Devant vous là-bas, cette maison que vous voyez, tout à l'heure j'ai raconté l'histoire des femmes, l'histoire de la marche, les maris. C'est enfin là qu'ils ont été jugés. C'est le premier tribunal de Côte d'Ivoire, mais qui a servi pour juger les gens qui venaient du Mali, ceux qui venaient du Niger et de la Haute-Volta. Donc c'est un bâtiment qui a été construit en 1900, qui est resté tribunal de grande instance de Grand Bassam jusqu'en 1951. Et malheureusement, après l'ouverture du canal de Vridi, toute l'activité a été déportée à Abidjan. Donc toute l'administration est partie à Abidjan. Donc ce palais est tombé en ruine. Il a bénéficié d'un financement pas de l'UNESCO, de l'Union des maires francophones. Ah d'accord. À hauteur de plusieurs centaines de millions pour le réhabiliter. Donc actuellement ils sont dans la phase de diagnostic pour voir un peu la maison et puis quoi. On va voir un secret du palais. Dans ce palais il y a un petit secret. Un chef doit avoir un échappatoire. Un petit point où ça chauffe, il peut. Donc, là c'est le bunker du gouverneur. On est dans la chambre d'amis, dans ce placard là, il y a un passage secret. Donc il y a une échelle qui lui permettait d'aller dans le plafond pour se cacher. Au cas où si le problème était trop grave, il pouvait sortir ou fuir. Donc cet endroit-là a été découvert 83 ans après la construction du palais. C'est en 1976, au moment où le bâtiment a été rénové, que les gens ont découvert qu'il y avait une cachette. Donc c'était l'endroit le plus secret. Mais c'est dans cette chambre-là que les gouverneurs et autres venaient avec les jeunes qui disaient que nos chefs à l'époque leur donnaient. Ils ne pas dire restent. Donc c'était un endroit, c'était tout enfermé. Mais quand tu rentres là-bas, c'est bien aéré, toi tu vois tout le monde. Et puis, si on a envie de parler en bas, quand tu es là-bas, c'est comme si on te parlait à l'endroit. Donc c'était un espace aussi qu'ils ont utilisé pour nous espionner. Et c'est ça qui a fait mettre la légende des lunettes du blanc. Il dit il voyageait et puis il laissait ses lunettes. Il dit que les lunettes vous voient. Donc les pauvres, ils cachaient les lunettes derrière tout ce qu'ils trouvaient. Mais quand ils revenaient, malgré tout, le blanc lui disait ce qu'ils avaient fait derrière lui. Donc on disait qu'il était sorcier. Or c'était ce type d'endroit-là qui était leur cachette. La troisième femme et sa quatrième femme. Monsieur me demandait ici la quatrième femme. Oui. Ici, on est à l'est de la Côte d'Ivoire, un pays Abron, dans la région de Bondoukou. Donc c'est un monsieur qui a 4 femmes. Et pourquoi la première femme est à droite? Parce qu'en général, au village, la première femme de l'homme n'est pas mariée par lui. La première femme est mariée par ses parents, en l'occurrence par sa mère. Parce que depuis que la petite fille elle est petite, la mère l'a repérée et la mère l'éduque. Et la mère même fait une époque où elle jouait à son fils. Elle connaît les goûts de son fils, la mère l'a éduqué, l'a façonné pour être dans le moule de leur famille. Donc c'est elle qui lui donne cette femme-là, parce que c'est elle qui est vraiment le socle. Les autres qui viennent un peu pour aider l'homme. Mais c'est la première femme qui est vraiment l'âme de l'homme, donc il faut que la mère la façonne. Donc on la met à droite, simplement parce que la droite, c'est la raison. L'homme, il n'est pas véritablement, mais il s'adapte à elle. Quand il marie une deuxième femme, il la met à gauche.
La troisième femme, il la met à côté de la première. Parce que la première est chargée de lui inculquer les valeurs qu'elle-même elle a reçues pour qu'elle puisse respecter la deuxième. Quand la troisième, la dernière vient pour équilibrer les choses, on la met à côté de la quatrième qui est avec le temps a acquis de la sagesse. Et comme elle a une rivale directe, la troisième, elle a intérêt à s'allier à la quatrième pour combattre la troisième. Là, vous avez une malle qu'on retrouvait au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Là où se trouve le deuxième port de la Côte d'Ivoire, San Pedro. Et cette malle-là, elle ressemble à un coffre. Parce que les crewmen de San Pedro étaient les premiers matelots de Côte d'Ivoire. Ils travaillaient sur les bateaux. Or, à l'époque, sur le bateau, l'équipage se promenait avec un coffre fort dans lequel il y avait l'or qui permettait de faire des transactions à chaque escale. Donc, les crewmen, ils ont vu ça, eux aussi, quand ils sont arrivés, comme eux n'avaient pas du fer, ils ont préféré faire pour eux en bois. Et c'est là qu'on gardait tous les biens précieux de la famille. Et ce bien-là n'était pas gardé par l'homme, mais était gardé par la femme. Généralement, derrière la case, on enterrait ça. Comme toujours. On enterrait ça derrière la case et c'est la femme, sous peut-être d'aller jardiner, il remplissait ça de tout ce que la famille avait. Et voilà, eux, leur maison. La case de l'homme est là. Et derrière, il y a les cases des femmes. Chez eux, ils sont très jaloux. La case de l'homme a deux pièces. Une pièce où l'homme lui-même dort, une pièce qui est réservée à l'étranger. Et entre la pièce de l'homme et la pièce de l'étranger, il y a une porte au milieu. Et dans la chambre de l'homme, il y a une porte à l'arrière. Donc les femmes, quand elles veulent déposer des choses pour s'occuper de l'étranger, elles déposent ça directement par l'arrière de la case de l'homme. Et l'homme, lui, par le couloir qui est entre sa chambre et la chambre de l'étranger, lui donne. Et quand il va au champ, il va avec l'étranger. Mais ce jour-là, les femmes passent de l'autre côté pour aller à la pêche. Le jour où il va à la pêche, les femmes vont au champ. Donc, il s'arrête toujours pour que les femmes et l'étranger ne se croisent pas parce qu'on dit c'est quand tu vois ma femme, tu peux la comporter. Ici, on a voulu ajouter des objets usuels. Ça, on est dans la région du centre-ouest et du sud-ouest, dans la région d'Ida. Et chez les Dida, ça, c'est pas un filet de pêche, c'est un filet de chasse. Quand la saison sèche arrive, il n'y a rien à manger. Donc on cherche du gibier. Donc on brûle les champs pour faire les semailles et on sait que les animaux vont fuir. Donc on tend un grand filet et les hommes sont dans les arbres. Et souvent le filet est en haut ou bien le filet est de façon horizontale. Quand les animaux arrivent, on fait tomber le filet. Et tous les villages qui étaient cachés sortent avec les boudins pour abattre les animaux qui sont pris dans le filet. Ça, c'est le piège de neutralisation de l'éléphant. En Afrique, on dit un homme ne vole pas l'âme de l'éléphant. Il combat avec l'éléphant corps à corps. Mais l'éléphant est fort, donc il faut le fragiliser. Donc ce piège-là, quand on l'ouvre, l'éléphant, quand il marche dedans. Quand il a une entaille dans sa patte, l'éléphant ne peut pas marcher avec trois pattes. Donc il va se reposer, il va chercher un endroit où il se couche, le temps que son entaille finisse. Et donc le chasseur maintenant va rentrer dans une bataille mystique avec l'éléphant. Si l'éléphant est statique, le chasseur maintenant va rentrer, il va réussir à lui couper la trompe et la queue. Et ces deux éléments-là, il revient à ça au village. Et il laisse 7 jours à l'éléphant pour finir. Et l'éléphant, comme il y a l'âme de l'éléphant, il va maintenant faire des incantations au village pour ramener l'âme de l'éléphant. Sinon, si il n'a pas fait ça, que l'éléphant meurt, l'éléphant va hanter sa descendance. L'éléphant va hanter sa descendance. Donc c'est un rituel. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas tous les chasseurs qui pourraient tuer l'éléphant. Donc c'est avec cette astuce-là qu'ils utilisaient pour tuer l'éléphant. Et ça c'est le porte-bagage. Si vous partez à Divo, on dit qu'une femme doit être autonome. Quand la femme va au champ, elle remplit ça de tout ce qu'elle a eu. Et puis elle met ça sur un gros arbre. Et puis elle passe derrière le gros arbre. Et puis elle-même, elle se porte. On dit une femme, pour être efficace, elle doit être autonome. Si tu dois attendre ta collègue qui est à l'autre bout du champ pour transporter ta charge, tu vas perdre du temps. Tu vas faire la navette, aller déposer les fruits du champ, aller au marigot, venir préparer. Donc il faut travailler avec beaucoup de célébrité. Et eux vont à leur maison. Cette maison-là, malheureusement, vous ne la trouvez plus en Côte d'Ivoire. C'est des maisons qu'on appelle les maisons à impluvium. La maison est circulaire, telle que vous la voyez là. Au milieu de la maison, il y a toujours une rivière, un marigot. Parce que les Blancs avaient une astuce quand ils sont arrivés. En Afrique, c'est aujourd'hui que les femmes vont chercher de l'eau. C'est les hommes qui partaient chercher de l'eau pour ramener aux femmes parce que là où on trouvait de l'eau, c'était très loin. Donc les colons pistaient les cours d'eau et puis ils attendaient que les hommes arrivent.
et ils triaient les hommes les plus robustes étaient pris pour être amenés en esclavage. Et donc, pour lutter contre cette pratique-là, eux, leurs maisons, ils repéraient l'eau et on construisait derrière l'eau. Donc, du coup, on a toujours de l'eau. Donc, quand les colons venaient, et les portes des maisons sont derrière et représentent les cuisines des femmes. Les femmes de la cuisine avaient l'obligation de surveiller ce qui se passe aux alentours. Au moins un petit mouvement suspect, elles alertaient les hommes qui montaient dans les fromagers et avec des flèches, comme vous les voyez là-bas, là, ils mettaient l'ennemi hors d'état de nuit. Donc pendant une dizaine d'années, le gouverneur en Goulvan s'est heurté contre ce dispositif et pour les vaincre, il a dû brûler toutes ces maisons-là. Et aujourd'hui, on ne trouve plus ces maisons-là, mais bizarrement, on retrouve en Casamance. Après mes recherches, j'ai appris que les leaders de cette zone-là, comme on les considérait comme les plus rebelles de Côte d'Ivoire, on les a déportés en Casamance. C'était les Bidans et les Bidans. Donc ça aussi c'est la malle, chaque région a sa malle. Voilà leur malle. Donc les malles qu'ils ont copiées, c'est les malles ghanéennes. Les malles vertes, là, les moments savent de quoi je parle. Il y a des grandes malles vertes, mais comme c'était très cher, donc eux-mêmes, comme ils avaient du bois, ils prenaient le bois pour se construire des malles à moins de coût. Et ils mettaient la peinture avec les dessins comme la malle originale. Donc si tu n'as pas touché, tu ne peux pas savoir que ça c'est une copie et que l'autre c'est l'original. Voilà, on va aller. Vous allez jeter un coup d'œil ici. La chambre du gouverneur. Oui, elle a plus de lit. Donc, dans la chambre, ici, vous constatez que la chambre, il y a beaucoup d'ouvertures. Tout ça, c'était. En fait, les blancs étaient un peu fumeux. Ils étaient fumeux, ils avaient peur, mais ils avaient surtout peur des moustiques et puis de la chaleur. Donc, quand d'ici, le gouverneur voit la mer et il y a l'air, donc les moustiques n'arrivent pas dans cette chambre. Et la configuration d'origine, lui était totalement ouvert de la chambre. Malheureusement, quand la fête est localisée, que les meubles étaient apportés, on n'a plus eu le mobilier pour les constituer. Mais on a ça à manger. Je sais que d'ici 2 ans, si vous venez, vous allez voir que la chambre du gouverneur a été reconstituée à l'université. On va aller finir en bas, vous allez voir une photo des chefs qui va vous choquer. Attention. This is your watch. Your montre. Don't draw your watch. Montre le watch. Le dernier virage, on va terminer comme on a commencé avec l'histoire. Ces 2 photos que vous voyez là sont liées. C'est les photos du travail forcé. Ça, c'est une pratique que les colons avaient imposée au début de la colonisation et qui a subsisté jusqu'à 1945. C'est le 11 avril 1945 que Fouboigny, avec les premiers députés noirs qui siégeaient la Sénatoire française, ils ont aboli le travail forcé. Ça s'appelait comment? Il faut le noter. Après, vous allez noter. Donc, vous avez vu ce table-là. C'est un grand fromager qui devait être abattu en moins de 5 jours à l'aide des haches par 2 individus. C'est 2 que vous voyez sur la photo là. Et ils étaient surveillés de très près par celui-là qui avait l'obligation de faire respecter ce timing-là. Il devait forcément respecter le timing. Donc ça, c'est une configuration de travail forcé. Ça aussi, le chemin de fer qui devait relier Abidjan à Niamey, il a été fait par les hommes aux mains nues avec seulement des haches et des pelles. Voilà, comme vous voyez là, même dans la tranchée, il y a un brin qui est là pour les surveiller. Parce qu'il y a aussi un délai qui devait respecter. Cette photo que vous voyez, faites attention au mot pacification en pays atier. Les atiers, on les retrouve au sud de la Côte d'Ivoire. Et les blancs, quand un peuple se rébellait, on disait qu'il fallait les pacifier. Donc, il fallait imposer la paix. Et les atiers en 1910 ont refusé de payer l'impôt, qui consistait à donner la moitié de la récolte aux blancs. Donc, quand tu fais ta récolte là, eux-mêmes ils divisent, ils prennent la bonne moitié, ils donnent l'autre moitié. Donc, en 1910, ils ont refusé et ils ont fait une compagnie basée au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, qui est venue les mater. Ces 3 photos sont liées. Ces 3 photos là sont liées. Ici au milieu. Ça c'est un grand chef, Baoulé, au centre de la Côte d'Ivoire. C'était l'un des premiers opposants farouches aux colons. On l'appelait Nana Akafou Boulé, ce qui signifiait fer. Tout ce qui était en fer là, ne pouvait pas l'atteindre. Il était très redoutable, il avait beaucoup de pouvoirs mystiques. Et les Français
pour lancer un avis de recherche contre lui, pour le capturer. On l'a accusé de cannibalisme. Et ils ont pris, comme épée sa conviction, son tambour. Son tambour parlait, on dit, les crânes humains qui sont là, parce que plusieurs fois, quand les blancs sont dans ces trousses, il y a beaucoup de points qui ne sont pas revenus. Donc ils ont présumé que c'est leur crâne qu'il a pris pour adorer son tambour parleur. Donc ils ont lancé, c'est le premier Ivoirien contre qui un mandat d'arrêt international a été lancé. Parce qu'on disait qu'il fuyait par là au Ghana ou au Libéria. Donc le capturé, ils ont lancé un mandat d'arrêt dans ces pays-là. Et ils ont brûlé son tam-tam. Ils ont réussi à le capturer parce que devant à côté de lui, il y a son cousin qui a livré son secret. Et c'est sur la base de ce secret-là que les gens l'ont affaibli et ils l'ont capturé. L'histoire raconte que les Blancs disent qu'ils l'ont mis en prison, les mois en prison. Mais on dit que lui-même s'est suicidé avant d'arriver en prison. Ces deux photos aussi sont liées. Le colon encore. Voilà comment les colons se faisaient transporter. Et pour se justifier, il disait que nos chefs aussi se faisaient transporter comme ça. Mais la nuance, c'est que le chef, il marche. C'est quand il y a une cérémonie officielle que pour participer de la solennité et le peuple, ce jour-là, le porte. Donc, ça c'est le commandant Noguès qui a réprimé la plus grande révolte que la Côte d'Ivoire a connue. La révolte des abeilles. Au sud de la Côte d'Ivoire, qui a duré 4 mois et qui a fait près de 5000 morts. Mais heureusement, elle n'a pas tué que les abeilles. Les abeilles ont perdu près de 4000 morts, mais à côté des abeilles, les tirailleurs, les Français sont morts. À 1 millier de Français, les tirailleurs sont morts. Donc c'est la plus grande révolte. Et les abeilles, tellement les Français avaient peur d'eux, ils ont décidé que les abeilles ne fassent pas plus de 3 enfants. Donc jusqu'à l'indépendance, de façon officieuse, on surveillait le taux de natalité en pays abeilles. Et ils sont où? C'est dans quelle région? Ils sont au sud, à Beauville. Ah, d'accord. À Beauville. Ah, donc ils ont 2 villes, à Beauville, du Bureau, à Zaguier. Voilà. Et la convivialité ici, donc, vers la fin, après la Seconde Guerre mondiale, le plan a été démystifié. Donc, ils ont commencé maintenant à être plus gentils. C'est là que vous voyez tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus faire la guerre. Ils ont vu que le blanc n'était pas un dieu. Il n'était pas le dieu qu'on croyait. Le blanc aussi mourait. Voilà. Donc, du coup, les blancs ont changé un peu leur manière de voir. Voilà un peu le petit tour qu'on avait à faire. Voilà le petit tour qu'on avait à faire. Ça, c'est une photo qui montre le deuxième palais parce que ce palais-là aurait dû rester le palais du gouverneur. Malheureusement, à Bassam, il y a eu une épidémie de la fièvre jaune en 1899 qui a tué plus de 90% des colons qui étaient ici. Donc, ils n'avaient pas le choix, ils ont dû fuir le site pour se retrouver à Agamey Santé. Ils ont créé la ville de Benjerville, qui existe aujourd'hui, qui a été pendant 34 ans la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce palais-là qui a été construit là-bas. Aujourd'hui, si vous partez, c'est l'orphelinat des jeunes garçons de Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu le petit tour qu'on avait à faire. Voilà. Donc, la photo de famille, généralement, se fera à côté de la photo du faux boy. Voilà. C'est donc, normal. On va prendre la photo de fin ici. Il y avait le capitaine Luc Guissard Berger, premier gouverneur de Côte d'Ivoire, et Oufo Boy. Avec Oufo. Avec Oufo Boigny. Mon père était secrétaire permanent chargé de la civilisation d'outre-mer à l'Assemblée nationale française avec Oufo Boigny, avec Senghor. Donc celui qui a facilité la tâche aux étudiants africains d'obtenir des bourses d'études pour aller en Europe. Donc je suis très ravi d'être là aujourd'hui. On est vraiment ravis. On est très ravis de vous connaître. Donc, je donne Candios. Comment parler? Nos ancêtres, pas debout et jaloux de comme un soleil, notre tête, un symbole dans nos foi et d'unité, que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest à tout d'amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours, cher
patrie. Bien chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Clap your hands. Thank you. On a dit que les éléphants.